son père lui a dit, en Kabylie je suppose, mais je ne peux pas le dire, prends soin d'elle, c'est une exilée. Avec sa mère, on parlait des choses très importantes. Imma takkan d'Italie, bella li tatas. Imma inessa, etch. Imma dayan, bzaf. Alors, comme Hamid m'a dit, j'ai jamais su assez de kabyle pour me disputer avec elle. On s'entendait très très bien. À Alger, j'ai travaillé dans l'enseignement, formant, entre autres, un élève qui s'appelle Robert Peck, qui est devenu l'ambassadeur canadien à Alger. C'était mon élève en 7e année, alors ça me donne. Il devrait être là, mais... Non, oui, il est à Athènes maintenant. Et entre autres, j'ai formé beaucoup d'Algériens en anglais. Nous avons 2 enfants, Mazir, notre fils, et Malina, notre fille, qui sont nés à Alger et qui ont continué leurs études là-bas jusqu'au lycée, mais ils sont partis aux États-Unis pour faire leurs études universitaires. Notre fille à Virginie, notre fils à Colorado comme nous. Malheureusement, nous, on était obligés de les suivre en 1994. Et nous voilà. On aime. Les questions. Une question par personne dans un premier temps, mais c'est le وقت نورال donc oui, il va poser la question. Hussein. Ok, on commence. بس ما مدت السماء دقيقة وأنا c'est pour lui, c'est ce qu'il est venu. Bon, donc, sans trop tarder, donc, on vous remercie d'être venu et c'était une très très bonne présentation. Ça nous a fait vraiment voyager, c'est-à-dire c'est comme si on était avec vous. C'est vraiment une très très bonne, comment dire, situation de l'histoire. Donc ma question c'est plus sur une dimension de Hameroche que j'aimerais quand même peut-être que vous commentiez ici. C'est la dimension, bon, on a fixé la dimension des noms politiques, tout ça. Donc l'aspect oui, un homme d'État, voilà. Donc l'aspect laïque, comment pourriez-vous définir Hameroche? Est-ce que c'est un homme laïque, c'est-à-dire comment il aurait imaginé l'Algérie dans le futur? Est-ce que c'est une Algérie laïque ou plus ou moins un peu, ou plus ou moins avec la confusion du religieux, avec un peu de modernité avec le socialisme, comme c'était fait un peu avec la constitution, l'islam, la religion d'État. Et je vous pose encore cette question parce que, bon, d'après des citations de mon père, tout ça, il venait souvent au-dessus du village Testament avec à la zawiya de Ouvoudzaoud.
Donc il venait là-bas, il demandait plusieurs fois, je ne sais pas comment c'est, des choses comme ça avec le chef là-bas. Donc j'aimerais comment que vous nous expliquiez un peu comment... Oui, Voilà. Merci. le colonel Amélouche n'obligeait d'abord jamais le maquisard à faire la prière. Il m'appelait de temps en temps pour diriger la prière. C'était excessivement rare, mais j'ai eu à diriger la prière. Il s'était très bien renseigné sur moi. Il avait appris que j'avais fait 4 ans d'école coranique. Il avait remarqué que je faisais régulièrement ma prière à ce moment-là, avant de me brouiller, il m'excuse s'il y a de me brouiller quelque peu avec Dieu, momentanément. Les barbes étaient interdites au Wilaya 3. Et à part un passage très bref à l'association des ulamas, Jma'at al-Ulama, qui n'était ni laïque ni islamiste, Jma'at al-Ulama, reflétait plutôt l'islam tel qu'il était vécu par le peuple algérien, avec une tolérance vécue. Le colonel Amélouche était un laïc au sens où la religion était privatisée dans les maquis. Chacun décidait de faire la prière ou de ne pas la faire, de faire le ramadan ou de ne pas le faire. Il n'y a jamais eu de directive ou d'orientation sur ce plan. On nous appelait les Moudjahidines, mais tout le monde sait que notre lutte était non pas pour restaurer un État islamique ou le califat, mais c'était pour l'indépendance de l'Algérie. Notre devise en Wilaya 3 est la suivante: c'est parce que nous aimons la vie que nous acceptons de mourir. Qui, je l'ai dit dans mon livre, les exégètes de l'islam le corrigeront peut-être, qui rejoint un hadith célèbre du prophète: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Dire, la vie de l'autre côté est intéressante, mais la vie ici-bas aussi est intéressante, il faut la vivre comme si tu étais immortel. Voilà en gros, j'espère que ça répond à votre question. C'est vrai qu'il y a eu des imams, mais même il y a 2 ans, à Alger, qui ont essayé de récupérer la mémoire d'Amélouche pour dire que c'était quelqu'un qui allait instaurer un État islamique, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il aurait pris le troisième article de la Constitution, par exemple, l'islam et religion d'État, est-ce qu'il aurait été d'accord avec cet article, par exemple, juste comme ça, oui, alors, par rétrospective? Je ne sais pas, c'est vraiment, on peut seulement spéculer. Il aurait été probablement du côté des réconciliateurs s'il avait survécu, probablement. Donc il aurait peut-être eu maille à partir avec son propre fils. C'est une spéculation encore une fois. La proclamation du 1er novembre 1954, comme vous savez, est laïque, avec sans distinction de race ou de religion. Donc la liberté de confession était consacrée par la déclaration du 1er novembre 1954. Le Bontobal, c'est dans si ça vous intéresse, c'est dans les archives de la révolution de Mohamed Harbi. Bontobal a été interpellé par un islamiste déjà durant la révolution pour dire il faut proclamer que l'objectif c'est un État islamique. Bontobal a répondu que je connaissais très très bien
Tunis et après, puisqu'il était moins chef, après la révolution, à l'Union arabe du fer et de l'acier, à la SNS, etc., il était président. Bontebal a dit non, il n'est pas question. Il n'est pas question. À l'indépendance, au peuple de décider des orientations idéologiques du peuple. Alors, dans mon livre, si ça vous intéresse, mon livre est autobiographique, je parle de ma découverte de l'Amérique quand je suis arrivé un mois avant le cessez-le-feu. J'ai comparé les institutions algériennes issues donc de l'indépendance et des institutions américaines, la privatisation de la religion aux États-Unis en 1791, la privatisation de la religion en France en 1905, et nous qui déclarons l'islam religion de l'État dès 62, et c'est repris par toutes les constitutions qui rendent absolument légale une formation comme l'ex-Suisse. Merci. Ok. Normalement, les dates. Ça fait un grand plaisir de vous écouter. J'hésite entre deux questions, je les pose puisque c'est la on parle de responsabilité dans la mort d'Amirouche, de responsabilité algérienne. En particulier, dans le livre de Saïd Saadi, il replace certaines responsabilités au niveau des compatriotes de l'époque, qui avaient leur appui, disons, à la France ou du renseignement ou autre chose qui aurait mené à la mort d'Amirouche. Deuxième question, qui me brûle les lèvres et l'esprit à chaque fois que je lis quelque chose et on me dit qu'Amirouche avait la stature d'un homme d'État. J'aurais voulu questionner votre émotionnel et votre esprit de vision pour nous dire qu'aurait été Amirouche s'il avait vécu 62 et après. Oui. La trahison d'Amirouche. Effectivement, Saïd Saadi a accusé énormément Bossof, compagnie. Moi, personnellement, je n'accuse personne. On m'a posé plusieurs fois cette question, y compris dans ma première conférence au Salon du Livre d'Alger, où il y avait tout le monde. Et j'ai répondu à l'époque, avant donc 2 ans avant un an avant la publication du livre de Saïd Saadi, à l'époque, j'ai dit, dans l'état actuel de nos connaissances, il est impossible d'accuser qui que ce soit. L'année dernière, j'étais à Ain al-Madah, Jbel Tamar, où sont tombés c'est Hawass et Amirouche. Et le président de l'APC de Ain al-Madah, Jbel Tamar, dépendant de Ain al-Madah, est venu presque en pleurs quand il a appris que le secrétaire du colonel Amirouche était là. Il dit pratiquement, je vous jure que nous n'avons rien à voir avec sa mort, la population locale. Je lui dis, personne ne vous a accusé. Et je lui dis ceci, je lui dis, dans sa wilaya 3, on ne sortait jamais d'un village sans qu'il ne soit encerclé le lendemain. Dans ce village, il y avait déjà des indicateurs et on sait comment ils sont recrutés, comment ils communiquent avec l'armée française. Donc il suffisait à l'armée française de savoir seulement une chose, qu'ils partaient sur la Tunisie. C'est tout. Il n'y avait pas 36 itinéraires. Saïd Saadi parle d'un message qu'on aurait reçu de Tunis demandant à Amirouche de changer d'itinéraire. Quel itinéraire? D'abord, Amirouche n'indique jamais son itinéraire.
très souvent plein de cabinets. On réclamait un guide, on annonçait une direction, et à 500 mètres du village, on prenait la direction inverse. Et on voulait 3. Et avec 2 itinéraires, celui que j'ai emprunté personnellement par l'extrême sud, qui s'est avéré finalement plus dangereux que par le nord, ou alors par le nord, il faut cisailler les lignes électrifiées, franchir les champs de mines, etc., etc. Quand vous voyez Akfadou sur la carte et Boussaada, ça va en ligne directe. Ça ne passe pas par les massifs montagneux. Pourquoi il était là? C'est pour récupérer son copain, un autre Amazir des Aurès, chef de la Wilaya 6, c'est le Hawass, colonel Hawass, parce qu'ils voulaient aller ensemble, tous les deux, en Tunisie, exiger des comptes de l'armée des frontières qui ne foutait rien en matière de cheminement de là. J'ai interrogé personnellement le guide qui aurait pris donc ce message du PC de la Wilaya 3 pour aller rattraper le colonel Amiroche et lui dire de changer d'itinéraire. Mohamed Sebti, d'ailleurs, Saïd Saadi l'a mentionné. Mohamed, est-ce que tu savais ce que contenait le message? Mais non, quand tu as été encerclé, qu'est-ce que tu as fait du message? Il que je l'ai mangé, je l'ai avalé. C'est son témoignage à lui. Andazran Kinemaï Amatid Senabix. Andazran. Andazran Mela Machid, si c'est vraiment un message. Andazran Mela Machid Sisnine, ici, quand le message n'est pour sauver sa peau. Et ce message a permis donc de déterminer. Une chose est certaine, c'est que il est impossible dans l'état de communication, si tu veux, de l'époque, de mobiliser presque 3000 soldats pour cette opération qui a abouti à la mort des 2 colonels en 24 heures. Il faut donc qu'ils aient été vraiment renseignés pour l'opération. Deuxième question, Smahia. S'il avait vécu, qu'aurait-il fait à Paris? J'ai posé la même question dans l'avant-propos de mon livre. Et j'ai dit, s'il avait survécu dans l'avant-propos, est-ce qu'il aurait terminé sa carrière comme le colonel Amran, gérant d'une station d'essence, comme le colonel Sadak, gérant d'un restaurant, comme Bodiab, gérant d'une briqueterie avant d'avoir été skin piégé? On ne le saura jamais. On m'a même posé la question à Oran, l'université d'Oran, si Amiroche avait survécu, aurait-il été un éradicateur ou un réconciliateur? On ne peut que spéculer, bien entendu. Je réponds à toutes ces questions-là. Premièrement, Amiroche était un rassembleur. Et deuxièmement, il n'aurait jamais été coopté par un régime injuste. Il aurait continué à consacrer sa vie à la défense de la justice du peuple qu'il avait protégé pendant 5 ans en Wilaya 3, en Kabylie, en Wilaya 3. En Wilaya 3, comme vous savez, c'est 7 wilayas. C'est 7 wilayas. Donc la réponse, on ne peut que spéculer. Prochain dossier. Je vais tricher autrement un dossier. وجعت تسخين تسعيود بسنتني الجملة تاع يونسكي كان مشطوحين باسكو سي ان بو لي là parce que Dahmouf partir Fadou en américain c'est Tunis c'était une nation plutôt spéciale. Comment tu as vécu le phénomène d'incultation en allant d'être Fadou aux États-Unis? Le deuxième temps, je dis c'est un peu lié. Hachor des exposés l'indépendance des États-Unis d'Amérique. بالله وسنة كيسخ من يموت من سجن المحافظات
وقد خدعان في فرنسا الناس اللي دوماج يمكن عشرة الممولين ميجا واحد كاين يدير ما يخدع على الناس ça montre à quel point ceux qui avaient dirigé le pays il y a un manque de diplomatie terrible un manque de l'Iran اللي غنساوي نساسي مع البوليس اللي خدم مع هافان يمكن 10 دينار en tant que résident de l'Amérique. Oui, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes venus, on était 5 étudiants envoyés donc, de Tunisie. Moi, je suis venu avec un passeport marocain. Tous les autres étaient avec des passeports tunisiens. Il parlait de hier soir, je le répète maintenant, des difficultés d'acculturation de toutes sortes. On commence d'abord par les plats qu'on vous sert à manger. Les céréales qu'on nous a servi pour la première fois, les cornflakes, avec un verre de lait à côté. On ne savait pas qu'il y avait un rapport entre les deux. On a grignoté les cornflakes et on a bu le lait. On s'est dit, allô, qu'est-ce que c'est que ces habitudes alimentaires culinaires bizarres des Américains? On découvrait ce qui faisait l'individualisme, en particulier pour ce qui me concerne. J'étais plus âgé, plus mûr que les autres étudiants. L'individualisme effréné des Américains, j'en parle dans mon livre, et qui explique leur culture politique qui n'a rien à voir avec la culture européenne. Par exemple, les institutions américaines, la Constitution américaine est la seule, à ma connaissance, dans le monde, à n'avoir aucun droit social. Dans n'importe quelle constitution, y compris la constitution algérienne ou la française, là, il y a toujours le droit à l'éducation, par exemple, le droit au travail, le droit à la médecine, un droit que dans la constitution américaine, il n'y a que des droits politiques et civils, uniquement. Comment j'ai expliqué ça dans mon livre. Donc c'est des choses qu'on apprenait qui nous paraissaient un peu bizarres et qu'on explique par le fait, si ça vous intéresse, je peux développer ça ou là j'adresse comme vous voulez. Développer. Je développe. Qui s'explique par le fait que au moment où la Constitution américaine a été rédigée, 1787, ce qui fait que contrairement aux autres constitutions dans le monde, les institutions américaines exigent de l'État de s'abstenir de se mêler des affaires du citoyen. Alors que notre constitution française, exige au contraire de l'État de régler les problèmes des citoyens. Ce qui explique que les Américains ne s'intéressent pas à la politique parce que la politique n'est pas du tout un moyen de changer quoi que ce soit, qui explique que les États-Unis sont en réalité un système de partis uniques. Par exemple, le gros business, les grosses multinationales, donnent de l'argent aux deux partis. En fait, qui explique qu'en l'an 2000, le peuple américain a voté pour Alfred Gore. Et qui est-ce qui a été déclaré président? Bush. Le seul État du monde occidental où le président n'est pas élu par le peuple. Combien de gens, pensez-vous, qui avaient voté pour Alfred Gore, sont sortis dans la rue pour protester? Zéro. Pourquoi? C'est un système de parti unique. Gore, on la Bush, Moussa Haj Moussa. J'ai parlé aussi, parce qu'il faut rappeler un peu les événements, les choses un peu toujours à notre pays. C'est pour ça que je contraste la constitution algérienne, dans mon livre,
islam religion d'État, et puis le premier amendement de la Constitution américaine qui dit « Congress shall make no law ». En quelque sorte, le peuple qui interdit au peuple de déclarer une religion d'État. En 1791 déjà. Je compare deux émeutes dans mon livre, deux émeutes qui ont exactement les mêmes causes fondamentales. Les émeutes du 5 octobre en Algérie et les émeutes de Watts à Los Angeles en 1965 que j'ai vécu aux États-Unis. J'étais là, comme étudiant. Les mêmes causes fondamentales. Il y a des sociétés qui ont ce qu'on appelle des réserves. Ça vient de sociologues, pour ceux qui s'intéressent, sociologue, historien, Antonio Gramsci, de gauche. Il y a des sociétés qui ont des réserves et des sociétés qui n'ont pas de réserve. Il y a des sociétés, une simple émeute, c'est la fin de l'État, c'est la fin de la société, c'est la fin d'un ordre politique. Il y a des sociétés, au contraire, qui ont. Ces réserves sont de deux sortes, sont financières. Aux États-Unis, le gouvernement américain crée un ministère qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle le ministère de l'Habitat et du Urbanisme. Il va régler les problèmes qui ont causé ces émeutes sanglantes à Los Angeles. Ça, c'est la première réserve. Et les réserves de légitimité. Les citoyens de Los Angeles, s'ils sont mécontents d'un gouverneur ou d'un maire, ils s'en débarrassent. Chez nous, c'est l'inverse. Quand l'État est mécontent des citoyens, il l'enferme, il le tue, il s'en débarrasse. Chez nous, donc on n'avait pas ces réserves financières. Les prix du pétrole venaient de s'écrouler, descendre jusqu'à $10 en 86. 2 années après, c'était les émeutes. Les réserves de légitimité. Le peuple mesquin, qu'est-ce qu'il avait comme faculté pour le même régime qui se continue jusqu'à aujourd'hui, depuis 62. Donc je compare un peu ces choses-là pour dire que les réserves de la société, elles sont ce qu'elles sont chez nous, elles sont ce qu'elles sont dans un pays comme les États-Unis. Et revenons un peu au problème de la culturation. Et mon premier jour dans ce pays, aux États-Unis, j'ai vécu l'arrivée de Ben Bella comme étudiant. Il est venu donc le 5 octobre 62 à l'occasion de l'admission de l'Algérie aux Nations Unies, comme 109e membre des Nations Unies. J'étais là. Je crois que j'ai encore la photo de Ben Bella en train d'embrasser le président cubain à New York. Non, on va la commenter tout à l'heure. J'ai vu comment il a été accueilli par le président Kennedy, vraiment très chaleureusement. J'ai vécu les moments où le département d'État a essayé de le convaincre de ne pas aller directement chez Castro, de faire un détour quelque part parce que les relations étaient extrêmement tendues. Et là, il n'a pas écouté. Il allait directement chez Castro, et non seulement il va directement chez Castro, mais dès qu'il arrive là-bas, il exige l'évacuation de la base de Guantanamo. Ben Bella. Alors, dans un article récent dans la presse algérienne, j'ai dit mesurer un peu le chemin parcouru dans le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est essentiellement prendre la mesure des vrais rapports de force dans le monde. Le Pléra a pris la mesure des rapports de force, c'est pour ça qu'il va visiter l'OTAN à Bruxelles en 2002, pour qu'il vienne, pour ça qu'il est venu.
soutenir Bush lors des attaques du 11 septembre, etc., etc. J'ai encore des titres ici, des articles publiés de l'époque qui sont assez intéressants. Ben Bella, Algeria's Ben Bella threatens Israel. Ici, pas ici, ça pour ce qui concerne un peu les puissances de l'époque. Pour ce qui concerne un peu la majorité, j'en ai parlé aussi dans le livre, j'ai cité dans le livre la fameuse déclaration de Ben Bella à Tunis 162. Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. On rappelle un peu les plaisanteries de l'époque, chez les Imaziran, bien sûr, qui disaient ah, si tu insistes, tu vas le rester toute ta vie. Quelque chose comme ça. Gonflé à bloc par Gamal Abdel Nasser. Il avait passé depuis 1950, jusqu'à sa capture dans le piratage de l'avion, 5 octobre 56. Combien d'années il a passé? Une demi-douzaine d'années qu'il a passé chez Gamal Abdel Nasser. C'était tout à fait normal. J'ai consacré un chapitre de mon livre justement au fait que vous m'interrompez en fait quand vous voulez. Consacré à cette question parce que j'ai visité pratiquement tous les pays arabes, de la Mauritanie jusqu'à l'Arabie Saoudite. J'ai pris ma première bière sans alcool à Jeddah. Et dans tous ces pays arabes que j'ai visités, donc la Mauritanie jusqu'à l'Arabie Saoudite, à l'Irak, au Koweït, etc., je n'ai pas rencontré un seul arabe. Ils étaient tous soit mauritaniens, soit libyens, soit tout ce que vous voulez. Et même en Arabie Saoudite, qui est le seul pays ont le droit de se réclamer arabe sans qu'il y ait une protestation quelconque. Et bien dans ce pays, en Arabie Saoudite, j'étais donc à Jeddah et à la capitale, Riyad, les gens, un Saoudi, je suis saoudien. Et chez nous, j'ai un frère, un jeune frère, qui est le vrai Amazir, qui dit les Imazirs, on n'a pas le sens de l'autocritique. Ah, ça me gêne. Mais quand un Amazir sent qu'il mérite vraiment un blâme, avant de se critiquer, il change d'identité. Et vous entendez quelque chose comme ah, jamais vous entendrez un Amazir et vous allez dire un Amazir Mansouch. C'est ce phénomène-là que j'ai mis en exergue dans mon livre. Et j'ai parlé même du berbérisme de 49. Et ceux qu'on appelait les berbéristes en 49, ce n'étaient pas des berbéristes au sens où est peut-être le MAC, je ne sais pas. C'était des algérianistes, d'authentiques algérianistes qui disaient proclamer que nous sommes des Arabes. Mais depuis quand? Et c'est pas quand même quelques milliers de cavaliers arabes au 7e siècle qui ont pu transformer tout un peuple en arabe. Pas possible. Donc j'ai insisté sur ce fait-là. Et malheureusement, il n'est pas évident de convaincre
ces Imazighen urbanisés et arabisés qui se proclament arabes. Un tas d'Imazighen qui, dès qu'ils s'urbanisent, dès qu'ils apprennent l'arabe, pour piocher un peu ça, ils disent arabe. Bon, vous me direz que c'est surtout dans les régions urbanisées ou dans les plaines. C'est quand même toute l'Afrique du Nord est amassée, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde sait, et c'est documenté, que celui qui a traversé le détroit là, de Jbel Tariq, Gibraltar, c'était un Amazigh. Et d'après un historien, Henri Alex, l'invasion de l'Espagne s'est effectuée par 12 000 guerriers. Devinez combien il y avait d'Arabes parmi les 12 guerriers? 30. Donc, les Imazighen, mais ceux qui sont restés isolés géographiquement dans les montagnes ou au Sahara, ils ont gardé leur culture, leur langue, leur tradition, leur islam même, totalement différent. Il est mêlé de pratiques païennes. J'ai cité dans mon livre une pratique intéressante. Pourquoi est-ce qu'on met des boucles d'oreilles aux garçons chez nous? Est-ce que vous savez? Et si vous le savez, c'est pas... Oui, oui. Non, je ne sais pas. Vous savez, c'est pour tromper Dieu. Dieu, voyant quelqu'un avec des boucles d'oreilles, c'est une fille, ça ne m'intéresse pas, je vais la rappeler, je ne vais pas la rappeler à moi. Bon, ça, il faut protéger le garçon. Compliqué, il y a une mise en ligne. On On donne des noms aussi mauvais, hein, comme Akilien. Adam? Akilien, l'Aïfa. C'est un film. Oui, c'est... On va peut-être laisser un peu poser des questions. أود الرجال المثل ده هو alors c'est المثل زورت في سارجاجا la conférence à فيظن دعنا أخطر بعد ورافوني tu as soulevé quand même sur la je reviens au colonel Amérouche c'est grâce à toi et puis on savait que le colonel Amérouche était, contrairement, il n'était pas l'ennemi des intellectuels, hein, comme la propagande et puis ses détracteurs ont voulu nous faire croire. Alors que grâce à ton livre, et puis il y avait un silence aussi, pas seulement. Toi, tu as parlé, je sais pas, en 2009, alors que les années se sont écoulées pour soulever cet aspect-là, comme quoi que il était, je crois, l'un des rares colonels qui pensait déjà à l'Algérie de demain. Donc, ma question est tout simplement, qu'est-ce qui fait que les autres, y compris, pas seulement ces détracteurs, des gens de pouvoir ou d'autres, qu'est-ce qui fait en sorte que cette omerta, pourquoi on ne soulève pas ce point qui est très important quand même de sa facette d'Amérouche? Voilà. Non. Peut-être la question posée autrement. Pourquoi est-ce qu'on l'a accusé d'être anti-intellectuel, qui rejoint notre question, pourquoi on a séquestré ses restes pendant 20 ans. Voilà. C'est pour les mêmes raisons. Ternir sa mémoire, parce que plus on reconnaît sa grandeur, sa dimension d'homme d'État, et plus on diminue celle de ceux qui ont pris le pouvoir en Algérie en 60. Donc il fallait absolument cacher ou alors déformer la vérité. Je pense que j'ai été le premier à le faire. J'ai reçu des messages
que je reçois des messages des régions berbérophones me disant Atek Saha, merci, etc., etc., presque normal. Je reçois énormément de messages de régions berbérophones, plutôt arabophones, qui disent le contraire, qui disent, comment dirais-je, qui disent Atek Saha de l'avoir révélé parce que jusqu'ici, ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Et le fait de le révéler m'a causé quelques petits problèmes, dans la mesure où on a essayé de diminuer la qualité de mon témoignage. Je vais vous donner un exemple tout de suite. J'ai écorché énormément de gens encore très puissants, en disant la vérité. Et en prescrivant des coups de pied au bas du dos du principal responsable de la séquestration des restes du colonel Amerouche, c'est-à-dire Boumedier. Et ça, on ne peut pas encore le faire en Algérie. Un article du journal, un hebdomadaire en Algérie, est paru sous le titre, un hebdomadaire qui parle de mon livre, avec comme titre Karim Belkacem مسؤول عن قتل العقيد Amerouche. Karim Belkacem, responsable de la mort du colonel Amerouche. Voilà, en parlant de mon livre. Déformation totale de ce que j'ai écrit. Et dans mon livre, j'ai dit tout simplement que le colonel Amerouche allait à Tunis pour exiger des comptes, y compris de Karim Belkacem, ça devient le cas. Donc, c'est, je crois, Ibn Khaldun qui a dit qu'un conquérant fait tout pour dissimuler l'histoire des conquis. On ne peut pas parler, par exemple, de la résistance des Berbères à l'invasion, à toutes les invasions, y compris l'invasion arabe. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de, par exemple, le Saïd Saadi a dit à juste titre que Taous Amerouche a été interdite 2 fois au premier festival africain 1787. Il a défi avant d'être ratifié en 89. Il y avait à peu près 3 millions d'habitants dans les 13 colonies, 13 États essentiellement.